Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Comme une planète Hauts-de-France, votre magazine dédié aux enjeux écologiques de votre territoire. Aujourd'hui, émission spéciale comme tous les mois avec La Voix du Nord. Quelle place pour le bio dans la grande distribution ? Depuis 2021, les ventes du bio dans les supermarchés ne cessent de baisser. Prix élevés, moins de référencement, les consommateurs ne sont plus au rendez-vous, alors que la grande distribution représente 50% du chiffre d'affaires du secteur bio, un canal essentiel pour ce secteur, le plus durable, une agriculture bio la plus durable face au changement climatique et la plus respectueuse de notre santé. Alors pourquoi ce recul alors que les ventes reprennent dans les magasins spécialisés ? Quel rôle peut jouer la grande distribution pour renverser la tendance ? Et comment le secteur du bio doit-il s'adapter pour retrouver le chemin de la grande distribution ? Pour en parler, je suis ravie d'accueillir Fabrice Bourgis de La Voix du Nord, avec qui j'ai préparé cette émission. Bonjour Fabrice. Bonjour Anne. Mais aussi Sophie Tabary, présidente de Bio en Hauts-de-France, association qui porte la voix des producteurs bio auprès des institutions. Elle est aussi maraîchère et éleveuse laitière bio dans l'Aisne. Bonjour. Bonjour Anne. Et Benoît Souris, directeur du marché bio au sein du groupe Carrefour, numéro 1 du bio en France, et expert auprès de la Fédération du commerce et de la distribution, et également administrateur de l'agence bio. C'est aussi l'ancien PDG de La Vie Claire. Il travaille depuis 30 ans dans le secteur du bio. Bonjour. Bonjour Anne. Le secteur du bio représente aujourd'hui un chiffre d'affaires stable de 12 milliards d'euros en France. Fabrice Bourgis, quelle est la réalité du bio dans les Hauts-de-France ? Alors d'abord un rappel. Notre région est en retard sur le plan national. Le bio en France, par exemple, c'est 10% de la surface agricole utilisée et 2826 magasins bio spécialisés. Dans la région, en revanche, c'est 2,7% de la surface agricole et seulement 115 magasins, ce qui la place au 10e rang national en nombre de distributeurs. Cela dit, et s'il est un peu trop tôt pour en être sûr, des signes de reprise du marché pointeraient. Après avoir atteint son pic en 2020, la consommation de produits bio n'a cessé de dégringoler jusqu'en 2023. Mais en 2024, le chiffre d'affaires du bio s'est stabilisé. Alors dans le détail, la hausse de la vente directe et en magasins spécialisés ont permis de compenser la baisse dans la grande distribution. Ce sursaut mécanique n'est toutefois pas suffisant pour relever l'ensemble de la filière, qui manque de débouchés, dont le marché semble avoir atteint une forme de maturité et qui doit composer avec un consommateur imprévisible dès lors qu'on touche à son porte-monnaie. Dans un paysage où elle est particulièrement bousculée par de nombreux labels, l'agriculture bio, bonne pour la santé et l'environnement, semble finalement pâtir d'un manque de soutien politique et public. La loi d'orientation agricole le confirme. D'où cette question. Le bio va-t-il retrouver un chemin de croissance dans la grande distribution ? C'est ce que nous allons voir avec nos invités aujourd'hui. Merci Fabrice. Je me tourne d'abord vers Sophie Tabary. Alors voilà, il y a des chiffres, il y a un constat. Est-ce que vous d'abord sur le terrain, vous avez ressenti ce recul des ventes dans la grande distribution ? Est-ce que ça vous inquiète en tant que productrice bio et puis représentante de Bio en France ? Il faut savoir qu'on est à un moment extrêmement perturbant, je trouve, dans la vision sociétale qu'on a, parce que à la fois on a de plus en plus de données scientifiques, de données économiques, de données politiques aussi, qui montrent que l'agriculture biologique, elle coche vraiment toutes les cases de ce qu'il faut pour faire une transition juste pour la plupart des gens. On y travaille beaucoup. Donc on a vraiment un retour scientifique conséquent sur les bienfaits pour l'eau, sur les bienfaits pour la santé, sur les bienfaits pour les sols, sur la durabilité même, la fertilité des sols. Et en même temps, on a ce recul dramatique de la consommation qui a fait beaucoup de mal dans les fermes, en fait. Je suis très inquiète parce qu'effectivement, il y a un marché qui reprend, mais il y a des producteurs bio qui sont complètement déprimés et qui ont perdu le sens, en fait. Ils se sont sentis lâchés par la société. Et même si on arrive à produire de l'agriculture biologique, elle fonctionne sur nos fermes, on arrive à faire du bio, il n'y a aucun problème. Ça marche et on peut aller à 20%, 30% de bio de surface sans aucun problème. Et d'ailleurs, on va peut-être rappeler comment fonctionnent les relations entre les producteurs bio et la grande distribution. Est-ce que vous travaillez en direct ? Est-ce que vous travaillez via les coopératives, via les centrales d'achat, très rapidement, pour qu'on comprenne un petit peu le processus ? Alors, ça dépend des stratégies de la grande distribution. Elle peut faire appel à des producteurs en direct et avoir des contrats en particulier avec eux, ou elle passe par des transformateurs, des industriels. Et en fait, ce qui se passe pour les producteurs, et encore plus en bio, c'est que la guerre entre les transformateurs et les distributeurs, c'est-à-dire les gens qui fabriquent les produits et les gens qui les vendent, fait que finalement, ceux qui perdent toujours, c'est les agriculteurs. Alors, la guerre sur les négociations, c'est-à-dire sur les négociations des prix.
Oui. Et d'ailleurs, et après je vous passe la parole, Benoît Souris, est-ce qu'à cause de cette crise actuelle, les relations entre producteurs bio et grande distribution, les relations ont-elles changé ? Est-ce que vous avez le sentiment que Alors, ça a évolué ? il y a eu une défiance très très forte vis-à-vis de la grande distribution, dans le sens où il y avait des histoires de problèmes de marge. Il y a eu des études qui sont sorties, notamment avec UFC Que Choisir, qui montrent que en fait, la marge des produits bio est plus importante parce que les produits sont plus chers. Donc, le taux de marge est plus important. En supermarché. Et du coup, pourtant, le produit bio mis en rayon ne vaut pas le double du produit. Le fait de le mettre en rayon ne vaut pas le double du produit, en réalité. Donc, on se demande pourquoi il y a besoin d'avoir un taux de marge aussi conséquent. Et de toute manière, plus globalement, c'est le fait qu'il n'y ait pas de transparence entre le producteur, le transformateur et le distributeur qui fait qu'il y a un flou. Ce flou, il devrait être résolu par Egalim, mais il n'y a pas de contrôle. Et on se retrouve du coup dans une situation où, en théorie, pour aider l'agriculture, et l'agriculture bio, c'est très important de l'aider parce qu'il faut de la compétitivité, c'est difficile à trouver. Le maillon de valeur est plus resserré, donc il faut absolument que ça fonctionne bien. On se rend compte qu'en fait, ça ne marche pas. Il pourrait y avoir des volontés des observatoires pour réussir à parler des marges et à être transparent pour que nous aussi, on comprenne ce qui se passe et qu'on ne soit pas toujours les dindons de la farce. Benoît Souris, vous entendez ces remontées du terrain Oui. Vous entendez ces remontées du terrain ? On va d'abord essayer de comprendre... On les connaît. Vous les connaissez. On les connaît. Après, s'exprimer ainsi, c'est aussi méconnaître qu'il y a quand même des observatoires, des prix qui existent, qui sont gérés, organisés par l'État. Donc après une parution journalistique sérieuse ou non sérieuse qui sort un article, c'est pas ça qui nous fait réagir. Alors, très clairement, on a absolument besoin du monde agricole pour produire les produits bio que les consommateurs français veulent avoir. Évidemment, il y a régulièrement ou des crises économiques ou des crises agricoles sur lesquelles le monde de la distribution est attendu en soutien du monde agricole. C'est pas toujours facile, c'est pas toujours instantané, c'est pas toujours vrai dans tous les territoires, c'est absolument évident. Mais si la grande distribution pèse plus de 50% du marché de la distribution des produits bio en France, c'est bien qu'elle a fait des choix assez clairs. Alors, certaines enseignes plus que d'autres, mais elle a fait des choix assez clairs de considérer que c'était nécessaire de répondre à la demande des consommateurs et qu'une partie des consommateurs sont très heureux de trouver de la vente directe, de trouver des magasins bio spécialisés. D'autres ne fréquentent pas ces lieux-là et sont très heureux de trouver une accessibilité prix en particulier, mais pas que, mais aussi une accessibilité de gamme et des garanties de label qui sont tout aussi bons dans la grande distribution que dans la vente directe ou dans les commerces spécialisés. Ça souffle tout de même un peu de clarté quand même, puisque d'ailleurs je crois qu'il y a une révision, la loi Egalim, qui devrait être revue d'ici l'été, a priori. Donc c'est quand même qu'il y a un manque de transparence dans tout ça. Je ne suis pas du tout d'accord avec cette expression. La France est le seul pays en Europe qui dispose d'arguments et de modifications des lois permanentes sur la relation entre distributeurs et producteurs ou transformateurs. Vous prenez l'Italie, il y a eu une loi. L'Allemagne, il y a une loi depuis 30 ans. En France, on est... d'une créativité exceptionnelle pour être capable de dire il faut encore contrôler, légiférer, etc. Moi, je suis pour la liberté d'entreprendre. Je pense qu'il faut que les relations soient dans un mode durable, c'est-à-dire que si on veut qu'elles durent, il faut qu'elles soient équilibrées. Équilibré, ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais de conflit, évidemment, mais bien évidemment, je crois que les différentes lois sont tellement peu ou mal préparées qu'elles sont, dans leur exécution, extrêmement difficiles. Moi, je dis une seule chose essentielle sur le sujet, c'est que c'est très important que la transparence du prix payé à la production fasse partie intégrante de la négociation entre l'industriel et la grande distribution. Alors ça, effectivement, on reviendra là-dessus, sur cette notion de transparence. Mais d'abord, expliquez-nous ce qui s'est passé là sur les 3 dernières années, ce recul des ventes du bio dans la grande distribution. Vous savez, nous sommes des maisons de commerce. Donc nous sommes là pour orienter la consommation des consommateurs qui fréquentent nos points de vente par l'offre que nous leur présentons. D'évidence, la réduction du pouvoir d'achat liée à l'inflation, je rappelle, l'inflation alimentaire dans les années 2022-2023, c'est 23% de hausse de l'inflation alimentaire. Elle a écarté une bonne partie des consommateurs de leur capacité à acheter les produits. Pas fatalement un écartement de leur volonté,
Il y a le vouloir, puis après il y a le pouvoir. Et clairement, l'inflation, qui avait pourtant un peu moins touché les produits bio que le restant des produits classiques, a écarté un certain nombre de consommateurs. Nous sommes effectivement attachés à, dans ces cas-là, adapter nos offres marchandises, notre offre produit, à la réalité de ce que souhaitent les consommateurs. Première chose. Deuxième chose. Sur l'inflation, les magasins spécialisés, eux, ont moins impacté, ont été moins touchés, ont mieux géré l'inflation. Non, c'est pas vrai du tout. Les chiffres annoncent une inflation de 6% en 2023 dans les magasins spécialisés, chez Biocoop, par exemple. Mais c'est totalement fallacieux comme argument, et ça n'existe sur aucun fondement de contrôle écoutez, de prix. c'est les chiffres qui sont Moi, j'en ai peut-être un autre argument sur cette question de l'inflation et de la manière dont ça a été géré. Alors, je sais pas le tenant et aboutissant, mais je sais qu'entre 2022 et 2023, le chiffre d'affaires de la bio en grande surface, et il a reculé que de 1,5%. Alors qu'en parallèle, les produits qui étaient déréférencés, c'était beaucoup plus que 1,5% du chiffre d'affaires. Donc qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi il y a eu une aussi peu de baisse de chiffre d'affaires alors que le déréférencement à l'échelle globale, je ne parle pas de Carrefour, je parle de l'ensemble des distributeurs, pourquoi du coup il y a eu aussi peu de recul? C'est quand même une question qui nous pose, il y a deux solutions pour moi. Mais la réponse est très simple, pardonnez-moi. C'est soit il y a eu une augmentation du prix, soit il y a eu un recentrement sur les produits qui avaient le plus fort taux de marge. Mais j'enlève la dernière partie de vos propos. Ce qui est très clair, c'est que bon nombre d'industriels qui n'étaient pas spécialistes dans le bio, des fabricants de chocolat, des fabricants de céréales pour le petit déjeuner, avec des grandes marques nationales ou internationales, avaient toutes fait des déclinaisons en bio, parce que le push sur le bio était très important. C'est d'ailleurs en général les produits qui étaient les plus chers en termes de prix au kilo versus leurs concurrents plus historiques et les marques installées sur ces rayons-là. Ce qui était la première démarche effectivement de ces industriels et de la distribution, ça a été de supprimer ces marques-là, puisque la demande n'était pas au rendez-vous. Et que la concentration s'est faite plutôt sur deux sujets, la marque propre de tous les distributeurs, chez Carrefour comme chez les autres, la marque propre et un certain nombre d'acteurs spécialisés et de marques spécialisées dans les produits bio qui font du bio et que du bio. Donc c'est pas du tout le choix de la marge, c'est clairement le fait d'enlever des produits qui n'étaient pas demandés par les consommateurs sur des marques qui n'étaient pas légitimes pour l'être, qui a fait cette transformation. Du coup, est-ce que ça vous pousse à orienter vos choix pour des approvisionnements plus durables pour justement maintenir la filière bio, ou est-ce que quand ça va repartir, vous reprendrez des produits bio qui finalement ne structurent pas le marché suffisamment pour nous pouvoir continuer à produire? Il faut savoir que dans les Hauts-de-France, parce qu'on va revenir à la région quand même, je trouve ça hyper important, et à la production qui est moi mon domaine de compétence, on est sur une région où il y a à peine 3% de surface en bio. On a les systèmes les plus difficiles à convertir, c'est des systèmes en grande culture où il n'y a plus de biodiversité, il n'y a pas de contraintes géomorphologiques. Si on veut produire, on y va, on peut mettre des pesticides, on peut mettre des engrais, il n'y a pas de problème. Par contre, on se rend compte que cette transition-là, quand on commence à la faire, et elle est nécessaire si on veut dans 20 ans continuer à produire et fournir les magasins, cette transition-là, elle prend au moins 10 ans sur les fermes. On n'a pas des aides sur 10 ans, on n'a pas de structuration sur 10 ans, on n'a pas de contrat sur 10 ans, et on ne peut pas être des variables d'ajustement. En fait, le problème mais c'est la bio, mais de la transition agroécologique aussi. On peut pas on peut pas aller sur le même timing, on n'est pas sur le même timing. Nos investissements en tant que producteurs, ils sont beaucoup plus longs que juste un retournement de marché. On a besoin de structurer quelque chose, on a besoin que la distribution, les transformateurs prennent en compte ce que c'est que la bio. Quand on veut se passer de pesticides, on ne peut pas avoir 50 hectares de betteraves d'un seul tenant. Il faut qu'on ait plusieurs productions, il faut changer les habitudes alimentaires. En fait, à partir du moment, et c'est pareil pour Egalim dans la restauration collective, à partir du moment où on veut changer les choses avec les mêmes modèles, avec les mêmes mécanismes, on n'y arrive pas. Il faut qu'on invente quelque chose. Et je pense vraiment qu'on a tout intérêt à travailler ensemble pour inventer ce que ça peut être demain, une transition sécurisée, la sécurisation aussi des approvisionnements et des flux, parce qu'en fait, en cas de contraintes géopolitiques, en cas de contraintes d'aléas climatiques, il faut pouvoir sécuriser des choses. Moi, je pense que si jamais on fait un Covid ou une guerre européenne, Carrefour, est-ce qu'il saura nourrir les gens, quoi? Alors, Sophie on propose des solutions. On propose quand même des solutions en tant que bio sur la résilience. On va évoquer effectivement les pistes de solutions. Et on s'intéresse à la place du bio dans la grande distribution aujourd'hui avec nos deux invités. Benoît Saury, directeur
directeur du marché bio au sein du groupe Carrefour et administrateur au sein de l'agence bio. Et puis Sophie Tabary, présidente de Bio Honte France et par ailleurs productrice bio dans l'Aisne. On a d'abord effectivement évoqué cette baisse de l'activité, cette baisse des ventes du bio dans la grande distribution depuis quelques années. Aujourd'hui, les producteurs bio sont en attente d'une reprise. Sophie Tabary, vous avez évoqué des pistes de solutions. Vous, aujourd'hui, Benoît Souris, sur quoi vous travaillez là-dessus ? D'abord, nous, on continue à investir de façon très forte par rapport à ce que Sophie disait sur la contractualisation, parce que évidemment, il faut donner de la visibilité et de la lisibilité aux gens qui produisent et qui transforment sur la bio. Mais a priori, aujourd'hui, la grande distribution contractualise que 10%, je crois, de l'offre bio aujourd'hui, en national, hein. Je ne sais pas ce que fait la grande distribution en général. Moi, ce que je sais, c'est que ce que nous faisons, nous avons 4700 contrats signés avec des producteurs, des viticulteurs, des éleveurs qui fournissent Carrefour, entre autres, mais avec une partie minoritaire de leur business. Et des contrats qui s'engagent c'est des contrats sur plusieurs années, de 3 ans à 5 ans. Et c'est des contrats qui, finalement, vous ne passez pas par l'industrie, vous allez traiter directement avec... Ce sont des contrats qui fixent les modes de fonctionnement sur la détermination du prix quand c'est un produit non transformé, qui fixe les conditions de négociation s'il y a effectivement une activité de transformation. Ce sont ces contrats-là qui ont permis aux producteurs avec lesquels on est engagé de passer ces crises que vous évoquez, hein, c'est-à-dire une régression des volumes. Alors, qu'on soit très clair, hein, les régressions des volumes, ça a été 4% en moyenne sur les 2 dernières années dans la grande distribution chez Carrefour. Mais oui, mais c'est une tendance qui qui n'a eu de cesse de... Il n'y a pas de reprise aujourd'hui, en fait, depuis 3 ans. Le bio dans la grande distribution, on est toujours en baisse. Non, vous avez une baisse du chiffre d'affaires parce que vous avez une poursuite d'un certain nombre de baisses de prix qui sont liées à une évolution soit dans le mode de production, soit dans les lieux d'achat. Mais vous avez en ce moment, dans nos petits magasins, les magasins de proximité, vous avez un redémarrage du bio. Vous avez dans les supermarchés une activité qui est à peu près stable. Elle est encore en baisse dans les hypermarchés. Preuve que le pouvoir d'achat des Français reste encore tendu. Après, nous, pour répondre à votre question, donc, 1, on contractualise. 2, on continue à investir de façon massive sur l'attractivité, et en particulier en communiquant auprès des consommateurs. On a une communication nationale qui s'appelle Hack for Food. Donc, clairement, le fait de choisir et d'inciter les consommateurs à choisir des produits qui sont bons pour leur santé et bons pour la planète. Et ça passe par des cartes de fidélité spécifiques. Et ça passe enfin par des cartes de fidélité. On est assez fiers d'avoir plus de 7 millions de consommateurs qui sont encartés et qui ont choisi de recevoir 10% de remise sur tous les produits à marque Carrefour Bio achetés dans nos enseignes. Donc, c'est des investissements de plusieurs dizaines de millions d'euros et qui nous permettent de continuer à nourrir soit de la croissance quand on commence à l'enregistrer dans un certain nombre de nos magasins, soit des ambitions si on considère que la volonté des consommateurs, et c'est ceux qu'on écoute, ça reste bien de continuer à transformer leur alimentation avec plus de produits bio. Je me permets juste parce que je trouve que moi j'ai assisté à des réunions pendant la crise avec la GMS, donc avec la grande distribution, la préfecture, la région, parce qu'en fait il y a l'idée de dire la bio elle est d'intérêt public, elle permet vraiment de protéger, il y a des enjeux en fait pour les gens, il y a des enjeux de pas tomber malade, il y a vraiment des enjeux énormes de société. On a vu que le coût de l'alimentation, les coûts cachés de l'alimentation, c'est 50 milliards, c'est énorme, c'est vraiment gigantesque ce qu'on dépense pour essayer de rattraper les problématiques liées à la manière dont on consomme. Donc quand on consomme quelque chose de mal, de mauvais pour la santé, ou qui a une incidence sur la biodiversité, etc., on le paie tous ensemble, quoi. Et du coup, il y a vraiment cette idée de dire, à un moment donné, on a fait des réunions avec différents acteurs et personne n'avait de solution parce qu'on disait c'est la volonté du consommateur. Mais moi je suis désolée, le consommateur, la GMS, donc la grande surface, elle a pu lui vendre, elle lui vend du rêve, elle lui vend un modèle de société, elle lui vend le fait de pouvoir consommer, elle lui vend des choses. Et c'est pareil pour les transformateurs. À un moment donné, moi je suis désolée, on a la nécessité collective de réinventer un récit qui nous permette de vivre dans 30 ans. Il faut que vous vous y mettiez aussi. Ça peut pas être simplement les consommateurs décident que c'est trop cher. Je suis désolée, mais la course à l'échalote sur le prix le moins cher à la sortie du Covid, c'était complètement irrationnel. Vous avez pas fait preuve de grande stratégie et de grande vision à long terme. Je suis désolée, tout le monde suivait Michel-Édouard Leclerc.
Et pour aller où, en fait? On se retrouve que vous-même, vos modèles économiques tiennent plus. Donc, il y a un moment donné, il faut bien qu'on se mette tous ensemble autour de la table pour dire comment on invente le monde de demain, comment on vend un récit différent aux gens. Et vous avez une responsabilité parce que vous avez une force de communication que nous, dans nos fermes, on n'a pas forcément. Et vous et d'autres acteurs. Enfin, Oui, je parle de vous en termes de commerce, pas en termes de Carrefour. Bien sûr, parce que je sais que vous étiez présent en réunion, vous au moins. Il faut rappeler que 80% de l'activité des centrales d'achat sont quand même aujourd'hui représentées par Auchan, Carrefour, Leclerc et Intermarché Casino. Ça, on va dire que c'est les gros acteurs aujourd'hui de la grande distribution. Il y a eu quand même qui est le quatrième acteur du marché. Ouais. Non, mais moi, ce que j'entends, c'est bien sûr ce que vous évoquez. Hein, je pense que nous sommes tous, sauf démissionnaires de notre rôle. Je vais vous donner un seul chiffre. On fait un peu moins de 6% de notre chiffre d'affaires avec les produits bio dans nos enseignes Carrefour. Mais vous parlez d'un bon élève. Moi, je vous parle de la grande distribution en général. Je vous écoute, laissez-moi juste terminer. Pardon. On fait donc un peu moins de 6% du chiffre d'affaires en bio dans nos produits alimentaires. Nos offres en bio, c'est plus de 9% de notre assortiment. Donc, selon l'expression populaire, on laisse vraiment sa chance au produit. Après, notre responsabilité, c'est de continuer à inciter le consommateur à consommer, c'est-à-dire une pagination dans la communication, dans les catalogues, même s'il n'y en a plus maintenant, et heureusement, en tout cas dans les catalogues digitaux et dans la promotion qui est faite. C'est-à-dire que notre responsabilité, c'est de continuer à agiter une offre qui permette effectivement au consommateur de passer de l'envie à la capacité d'acheter. Après, est-ce que c'est une démarche de tous les distributeurs ? Certainement pas. Certains font d'autres choix. Mais moi, je revendique le fait qu'au niveau de notre entreprise, mais aussi au niveau du syndicat, la FCD, la Fédération Commerce Distribution, on est attentif. Ça ne veut pas dire qu'on a la solution à tout. Et puis, permettez-moi aussi de dire de façon un peu... On est un peu le bouc émissaire permanent, c'est-à-dire qu'on fait 55% du marché dans les derniers chiffres. Les magasins bio, c'est toujours la panacée universelle. On est juste passé de 250 ouvertures de magasins à 150 fermetures, c'est-à-dire qu'il y a un delta en 2 ans de 800 fermetures de points de vente. Ça veut dire que là aussi, le niveau de prix pratiqué par ces points de vente était totalement délirant par rapport à la capacité des consommateurs à acheter. Et on peut avoir toutes les convictions possibles. Il y a un moment, si on n'a pas la capacité à pouvoir se nourrir sa famille en bio dans un magasin spécialisé, heureusement qu'il y a une porosité complète aujourd'hui entre des acheteurs qui achètent du bio en grande distribution et qui l'achètent dans les magasins spécialisés. Et puis la bonne nouvelle, c'est que nous sommes un acteur comme vous, engagé sur le fait qu'on ne veut surtout pas d'appauvrissement du cahier des charges bio. Je dirais même que si on pouvait le renforcer sur le bien-être animal et sur globalement le volet social de la RSE, on serait très satisfait. C'est-à-dire qu'au moins, on a un bien commun, non seulement en France, parce que c'est souvent là que c'est né, mais aussi en Europe, sur le fait qu'il faut un cahier des charges qui soit totalement rassurant pour nos consommateurs. Alors, cahier des charges, c'est intéressant. On peut même aller plus loin parce qu'il y a aujourd'hui de nombreux labels et je pense que quelque part, les torts sont aussi partagés. Du côté du bio, du secteur du bio, les consommateurs ont du mal à se retrouver aujourd'hui dans les différents labels. Pourquoi le secteur ne peut-il pas s'asseoir autour d'un seul label, Sophie Tamari ? Bon, les labels bio, il y en a quelques-uns, mais c'est 3 labels qui proposent qui sont quand même dans une même direction. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est la multiplicité des labels qui sont pas du tout transversaux, qui prennent pas en compte la bio, c'est vraiment un cahier des charges sur toutes les productions. Avec une idée précise de maintenir la fertilité des sols, protéger la santé des gens et respecter les cycles naturels. C'est vraiment ça. Il est transversal, ce label. Ça veut dire qu'il touche aussi bien les cultures, que les animaux, il est vraiment... Votre label, il fête ses 40 ans, je crois. Il fête ses 40 ans cette année. Et comment ça se fait qu'au bout de 40 ans, on en est encore là Alors, d'abord, il a fallu qu'on puisse prouver que ça marchait techniquement. Ça, c'était notre boulot de producteur. Ça y est, c'est fait. On sait qu'on peut faire de la production bio. Ça fonctionne. On y arrive. Il y avait le fait de dire aussi, il va falloir qu'on prouve les externalités positives. Ça veut dire ce qu'amène la bio en plus sur sur le maintien des sols, sur la santé des gens. Fallait qu'on puisse le quantifier. C'était pas facile dans un monde où on pouvait pas trop le dire. Ça a été difficile d'aller chercher de l'argent, d'aller chercher des acteurs qui puissent prouver scientifiquement ce qu'on avançait, ce qu'on savait dans nos champs. Ça, c'est fait. Bon, maintenant, il faut continuer à travailler. Mais ce que je voulais dire sur la multiplicité des labels, c'est qu'on a un label à la fois européen, transversal, qui touche toutes les productions, qui est reconnu par tous les États, de manière vraiment structurelle. C'est un label d'État, c'est pas un label privé.
Moi, je me demande pourquoi est-ce que on continue à faire du bien-être animal par-ci, de la pêche équitable par-là, du sans pesticides, du zéro résidu. Enfin, c'est ça qui perd les consommateurs. Et la seule chose pour lesquelles ces produits existent et ces labels existent, c'est juste parce que ça permet d'être moins disant et de travailler que sur un aspect de l'alimentation plutôt que sur quelque chose de très transversal. Ça va pas. Mais encore une fois, la responsabilité, elle est partagée. Qui veut vendre des choses moins chères, donc moins exigeantes? C'est pas nous, hein. Alors, nous, on Sophie essaie de maintenir Tabary, le prix. on arrive à la fin de l'émission, ça va très très vite. Benoît Souris, pour 2025, pensez-vous une reprise du chiffre d'affaires du bio dans la grande distribution? Oui, en tout cas, ce qu'on note, c'est qu'on a un peu plus qu'un frémissement. On le voit d'abord dans les magasins spécialisés, dont une bonne partie appartiennent maintenant à des enseignes de grande distribution. On le note de façon très précise depuis d'ailleurs plusieurs mois. Dans nos enseignes SoBio et Bio C'est Bon, on est à pratiquement 40 mois de croissance. Hein, donc, Mais en hyper? En hypermarché, ça reste un marché difficile. D'abord parce que la fréquentation des hypermarchés, on est bien ici au cœur du territoire de Auchan et de son lieu de nativité. On s'en rend bien compte, c'est la transformation du modèle que vous évoquiez. Mais clairement, on est relativement optimiste. En tout cas, je pense qu'on n'aura pas du tout les baisses qu'on a vécues et au contraire, quelques signes de redémarrage. Sophie Tabary, en quelques secondes, vos grandes attentes aujourd'hui? On a très peur des importations parce que les agriculteurs sont en train de lâcher dans les territoires. On est en train de déconvertir, ça peut pas aller. On a besoin que vous veniez nous voir et que vous nous disiez on y croit, on y va, et il faut que la grande distribution dans son intégralité le fasse, c'est-à-dire aussi avec votre syndicat. Voilà. Le message est passé. Merci beaucoup. C'est la fin de notre émission spéciale Voix du Nord RCF. Quelle place pour le bio en grande distribution, notamment dans les Hauts-de-France? Un grand merci à Sophie Tabary, présidente de Bio en Hauts-de-France, Benoît Souris, directeur du marché bio au sein du groupe Carrefour. Merci à Fabrice Bourgis de la Voix du Nord et à Mathieu Dubois pour la mise en onde. Cette émission est à retrouver en podcast sur rcf.fr, mais aussi prochainement dans les pages de la Voix du Nord. Un grand merci pour votre fidélité. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Comme une planète Hauts-de-France.